En direct, je suis Austin Westphal. Urgence concernant la guerre au Moyen-Orient. La presse rapporte. Un missile iranien a frappé la base Prince Sultan en Arabie Saoudite vendredi, blessant des militaires américains et endommageant plusieurs avions ravitailleurs du ZOA. Nous continuerons à suivre cette situation tout au long de la nuit. Nous ne disposons pas de chiffres précis sur d'éventuelles victimes ou équipements militaires affectés lors de cet événement. Avec nous, l'ancien officier du renseignement naval, analyste et animateur d'Estrade Podcast, Hal Kemper. Hal, vous connaissez la base aérienne Prince Sultan? Oui, je connais l'endroit. Oui, c'est une base, c'est une base que nous utilisons depuis longtemps. Il y a eu une période où nous ne l'utilisions pas. C'était quelques années après le 11 septembre. Par souci de sécurité, nous avons retiré toutes nos affaires de là-bas. Mais c'est une base aérienne très performante, très robuste. Nous l'avons utilisée pendant de très nombreuses années. Et c'est l'une de ces choses où les Saoudiens et ZOA collaborent très bien ensemble. Et elle a aussi toujours été considérée comme une base suffisamment en retrait pour être perçue comme sûre et protégée. Évidemment, cette perception de la menace a changé. Dave Brown du WSJ apporte des chiffres. Selon lui, 10 militaires du Zekenira ont été blessés, dont 2 grièvement. Nous attendons des précisions sur l'événement. Hal, cela rappelle qu'il y a de nombreux systèmes de défense aérienne des Sekuniwa dans la région, mais ces outils ne fonctionnent pas toujours parfaitement. En ce moment, nous interceptons plus de 90% des choses qui arrivent, mais cela signifie que 10% parviennent à passer. Et s'ils en tirent beaucoup, s'ils tirent 100 missiles balistiques, cela signifie que 10 d'entre eux vont atteindre une cible. Et bien sûr, dans ce cas, au moins un a réussi à passer, il a touché le PSAP. D'après ce que j'ai compris, il y avait des KC-135 qui sont de gros avions ravitailleurs. Si tu te souviens, il y a eu un événement catastrophique avec un KC-135 qui volait au-dessus, je crois que c'était l'Irak, à l'ouest de l'Irak. Ça ne date pas de très longtemps, mais ce sont de véritables bêtes de somme. Ce sont eux qui maintiennent beaucoup de nos avions, nos appareils d'attaque, en vol. Tu sais, n'est-ce pas? Cela permet ces attaques longues et en profondeur, dans des endroits comme l'est de l'Iran ou le sud de l'Iran, si on vient du nord. Et donc, ce sont des atouts d'une valeur immense. C'est quelque chose que nous faisons et que nous faisons mieux que n'importe quel autre endroit au monde en termes de ravitaillement en vol. Mais d'après les rapports, il y en avait environ 5 qui se trouvaient sur le tarmac ou sur la piste de l'aéroport, exposés lorsque l'attaque a eu lieu. Théo. D'après ce que j'ai compris, cela sort un peu au compte-gouttes. Nous n'avons pas encore eu de confirmation à ce sujet. Au moins un des appareils a été endommagé. Je ne sais pas s'il a été détruit, mais ça ne m'étonne pas que nous ayons des pertes. Et honnêtement, même un de ces gros missiles balistiques, s'il frappe à proximité, peut avoir un impact assez significatif. Ce qui s'est passé au Koweït illustre ce qui arrive lorsqu'une ogive explose près de l'endroit où se trouvent nos troupes. Nous attendons une déclaration officielle des forces armées des États-Unis. Ce soir, nous avons entendu le secrétaire Rubio, alors que cette guerre entre dans sa 5e semaine. Rubio a déclaré que les États-Unis peuvent atteindre leurs objectifs en Iran sans troupes terrestres. Il espère que l'opération sera terminée en quelques semaines. Il a également déclaré que le récent envoi de milliers de troupes dans la région vise à donner au président Trump plus d'options. Quelle est l'importance d'avoir un maximum d'options dans un tel combat? Cela oblige l'ennemi à essayer de deviner vos intentions dans la guerre de manœuvre. Selon la philosophie de Sun Tzu, vieille de 2500 ans, l'objectif est de vaincre l'ennemi sans avoir à combattre. Et en ayant certaines capacités présentes, cela rend très difficile, parfois pratiquement impossible, pour eux d'anticiper où vous allez attaquer ensuite. Et c'est quelque chose dont nous profitons. Nous cherchons à accélérer nos décisions à travers le cycle OODA. Observer, orienter, décider et agir en nous concentrant toujours sur le fait d'être plus rapide et efficace dans ce que nous faisons. Nous avons nos ressources de renseignement et de surveillance qui surveillent ce qu'ils font avec Israël et d'autres alliés pour découvrir ce qui se passe sur le terrain et ce que pense la direction militaire iranienne afin de les prendre au dépourvu. Si j'étais à Téhéran, je me poserais la question.
avec 10 000 parachutistes qui arrivent, ce qui ouvre plusieurs options d'emploi, en plus de 2 unités de la marine à disposition. Je regarde les îles dans le détroit d'Ormuz, l'île de Kharkiv et toute cette côte exposée, et je me demande où les Américains attaqueront ensuite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le secrétaire Rubio dit que peut-être nous n'utiliserons pas de troupes au sol ou que nous ne déploierons pas de troupes au sol pour atteindre nos objectifs, mais que c'est la menace de troupes au sol. Si vous revenez en 1999 là-bas dans les Balkans, c'était la seule fois où, en traitant avec la Serbie, nous avons réellement provoqué un changement de régime en utilisant uniquement notre puissance aérienne. Ce n'était pas un changement de régime rapide, je pense que ça a changé. Et puis, 1 an et demi plus tard, oui, après que tout se soit arrêté, c'est là que le régime a vraiment changé. Donc ce n'était pas une succession rapide, mais ce que tout le monde va souligner, c'est que sans la menace de forces terrestres, la menace de troupes au sol, qui sont finalement devenues des troupes de maintien de la paix sur le terrain, sans cela, il n'y aurait pas eu assez de pression pour provoquer le changement de ce régime et je pense que c'est ce que nous faisons. Nous utilisons la menace de troupes au sol pour soutenir la puissance que nous exerçons par les airs et par d'autres moyens. Pour créer cette impression et changer leur façon de penser en disant oui, ils ne sont pas là maintenant, mais ils pourraient être en train de faire des choses. Et spécifiquement, je fais référence à des incursions et j'examine différents types d'incursions qui pourraient être menées. Cela pourrait être très, très déstabilisant pour un gouvernement autocratique comme le régime iranien. Et le président Trump a eu du mal avec le marché boursier, qui chute semaine après semaine. Les actions de Zéhou ont terminé leur pire semaine depuis le début de la guerre cette semaine. Et c'était aussi la 5e semaine consécutive de pertes. Raoul, dans quelle mesure les difficultés économiques intérieures peuvent-elles réellement avoir un impact sur ce que nous verrons finalement sur le champ de bataille? En gros, j'observe ce qui se passe à l'intérieur du pays avec les prix de l'essence, le marché boursier et quelques autres indicateurs. Et je dirais que cela a un impact énorme, surtout à la Maison-Blanche. Il faut se rappeler que la Maison-Blanche est essentiellement composée d'hommes d'affaires. De nombreuses personnes là-bas viennent du monde des affaires et analysent donc les chiffres et la situation. Elles observent l'impact de la guerre sur l'économie et prennent des décisions sur la marche à suivre ensuite, ce qui est intéressant. Je vais te donner un exemple de ces petites choses. Au début, lorsque la guerre aérienne commençait, nous en frappions quelques-uns. Nous les frappions avec des systèmes coûteux, à fort impact, et nous continuons à les frapper avec des armes à fort impact. Mais nous commençons à utiliser des armes qui sont considérablement moins coûteuses pour faire cela. Cela arrive car, ayant la supériorité aérienne dans certaines zones, nous pouvons nous approcher et utiliser des armes auparavant inaccessibles. Je sais que cela peut sembler étrange, mais cela rend la guerre plus économique. Ils examinent de très près le coût de la guerre. Surtout si vous abattez un drone de 35 000 $ avec un missile de 2 millions de dollars là, les chiffres commencent à peser avec le temps. Avant de partir, je lis un reportage. Selon le ministère russe des situations d'urgence, un lot de médicaments a été livré à l'Iran. Envoyé à la frontière Azerbaïdjan-Iran sur ordre de Poutine. Eh bien, alors que nous approchons de la 5e semaine de cette guerre, Raoul, qui s'est avéré être les véritables alliés de l'Iran dans ce combat, Eh bien, je pense que la Russie essaie d'être une alliée. Il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire. Une chose est d'envoyer des médicaments, cela est pratiquement accepté au niveau international, personne n'empêchera l'entrée de médicaments. Ceci n'est qu'une de ces catégories d'aide médicale. Selon la Convention de Genève, tout ce qui est médical a un statut spécial. Les objets avec une croix rouge ou un croissant rouge ne doivent pas être attaqués, car ils servent à des fins médicales. Les objets portant une croix rouge ne doivent pas être attaqués, car ils sont destinés à des fins médicales. C'est la loi internationale, cela s'applique aussi aux médicaments. Donc, en fait, cela ne m'inspire pas vraiment. Et l'Azerbaïdjan aurait certainement des raisons de bloquer cela, simplement parce qu'il ne soutient pas l'Iran. Mais je vois cela d'une autre manière, comme des médicaments. Donc, je pense que tout le monde va permettre que cela se produise, mais la Russie n'a pas grand-chose à offrir. C'est un grand défi pour eux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la Chine est une grande alliée de l'Iran. Ils restent essentiellement en retrait,
Il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire et c'est quelque chose que tout le monde observe. Vous savez, toute la construction des BRICS, c'est alternative au G7 pour ainsi dire, où vous avez essentiellement la Russie et la Chine, et l'Iran et le Brésil bien sûr, puis l'Afrique du Sud, d'où le nom BRICS, mais c'est plus grand que ça. Cela s'avère vraiment vide en termes d'actions concrètes que le groupe pourrait prendre pour affronter ou aider ses membres. Dans une situation comme celle-ci, alors l'Iran est essentiellement seul. Al Kemper présente de Strat. Écoutez Strat partout où vous écoutez vos podcasts. Merci Al. Merci Austin.